Bonjour à tous et bienvenue dans ce 75e numéro d'Interaction. Donald Trump est depuis cette nuit le troisième président américain à être officiellement impeaché. Alors je m'excuse pour cet anglicisme un peu vulgaire, nous reviendrons sur ce terme et sur sa meilleure traduction possible. Son procès s'ouvrira début 2020 au Sénat et il sera, sauf énorme surprise, acquitté. Alors, dans ce mauvais film hollywoodien où tous les spectateurs savent à l'avance que le personnage principal va s'en sortir, le scénario reste tout de même riche en enseignements à moins d'un an de la présidentielle américaine. Alors, nos critiques de film pour ce mélodramatique politique américain. Jean-Éric Brana, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Panthéon-Assas, et auteur de « Et s'il gagnait encore » aux éditions VA. Vous parlez bien sûr de Donald Trump. À vos côtés, Philippe Gély, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro en charge de l'international et notre ancien correspondant à Washington jusqu'à il y a encore 4 ou 5 mois peut-être. Benjamin Haddad, enfin, est avec nous par Skype. Vous êtes en charge du programme Europe à l'Atlantic Council et installé à Washington où votre montre indique 7h30. Merci d'être avec nous de si bon matin, Benjamin. Bonjour. Alors, Philippe, après des semaines d'audience menées par les commissions de la Chambre des représentants, les articles d'impeachment ont été soumis au vote hier et la discipline des partis a tenu. Oui, 3 démocrates ont fait dissidence, ce qui est très peu. 2 pour le premier article en impeachment qui concerne l'abus de pouvoir dont est accusé le président, c'est-à-dire d'avoir en gros retenu des fonds fédéraux destinés à l'Ukraine en attendant une faveur sous forme d'enquête réactivée contre le fils de l'ancien vice-président Joe Biden. Dit comme ça a l'air un peu compliqué, mais bon, c'est relativement simple. Plus simple que ne l'était l'affaire russe qui a accaparé Washington pendant les 2 ans précédents. Le deuxième article, c'était sur l'obstruction au Congrès, puisque non seulement, contrairement à d'ailleurs ce qu'il dit aujourd'hui, il n'a pas fait jouer un privilège de l'exécutif, il a simplement refusé en bloc toute communication de documents et toute audition de témoins de ses collaborateurs à la Maison-Blanche. Et donc, cela a poussé les démocrates à retenir ce chef d'accusation. Et donc, troisième fois qu'un président américain est officiellement mis en accusation. Les démocrates à la manœuvre, Adam Schiff, le président de la commission du renseignement, et Jerry Nadler, président de la commission de la magistrature, en expliquent les raisons après le vote. Écoutez. The remedy isn't complete as long as the president is free to continue to invite foreign interference in our affairs. And in fulfillment of our oath and obligation to the American people, today we took action to hold President Trump accountable for the serious and undisputed risk he poses to our free and fair elections and to the separation of powers that safeguards our liberty. A president must not be allowed to become a dictator. Et vous êtes déjà nombreux à réagir, Paul ou Sabin, qui nous dit que cette procédure de destitution mourra en janvier au Sénat. Alors justement, Jean-Éric Brena, que va-t-il se passer maintenant? Comment va se dérouler la procédure? Alors maintenant, il va y avoir des managers, qui sont les procureurs en fait, qui sont nommés au sein de la Chambre par Nancy Pelosi. Et donc les 2 qu'on vient de voir, Nadler et Schiff en feront partie, des grands représentants, des grandes personnalités du Parti démocrate qui vont porter cette parole et cette accusation au Congrès, qui va se réunir comme un vrai procès en réalité. On va donc avoir les procureurs, comme je viens de le dire. Donald Trump est l'accusé, il a le droit d'avoir le défenseur de son choix. Il sera pas présent. Il sera normalement présent, il a le droit de ne pas venir, mais c'est jamais une bonne idée de ne pas venir à son procès, donc il n'y a pas de raison. Moi je crois qu'il viendra. Pourquoi ne viendrait-il pas? Il aura une magnifique... Ça peut être un moment de télévision, une magnifique tribune. Connaissant le personnage, il me semble que je serais très surpris qu'il n'aille pas. Je termine juste sur l'exposition. Et sur l'issue de ce procès? Non, mais ce qui est très important, c'est que les 100 sénateurs deviennent le jury. Voilà. On a l'habitude d'avoir un jury de 6 ou de 12, 6 au civil, 12 au pénal pour le cas général aux États-Unis. Et là, ils sont 100. Voilà. Donc, ils vont écouter, ils n'ont rien le droit de dire, et ils vont écouter les débats jusqu'à la fin. Et à la fin, c'est eux qui vont décider s'il est accusé et s'il doit être destitué. Et rappelons, car nous le faisons sur le Figaro depuis le début de cette procédure, qu'il faut 2 tiers des sénateurs pour que Donald Trump soit destitué. Or, il faudra donc qu'il y ait 20 sénateurs républicains qui votent contre leur propre président. Voilà pourquoi on vous dit que cette destitution a très peu de chances d'aboutir. Benjamin Haddad, va-t-on assister à un procès au Sénat équitable comme le souhaitent les démocrates? Et est-on sûr de la discipline des sénateurs républicains à ce fameux vote?
Alors, un procès équitable, non, puisque, en fait, on utilise le terme procès, mais nous ne sommes pas dans une procédure légale, nous sommes bien dans une procédure politique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant quand vous regardez l'article de la Constitution sur l'impeachment. En fait, il est assez vague sur les conditions qui mènent à l'impeachment. C'est beaucoup plus sur la personnalité, le character, comme aiment dire les Américains, du président. Et donc, on est dans une procédure politique, et il n'y a pas de surprise. On voit que dans les sondages de l'opinion publique, les lignes de clivage sont strictement sur une ligne politique sur ce sujet. Et pareil à la Chambre des représentants, et c'est ce qu'on va voir au Sénat. On verra peut-être un ou deux républicains, et encore j'en doute, mais des gens très indépendants comme Mitt Romney, qui ont été critiques de Donald Trump, voter en faveur, ou peut-être s'abstenir et donc ne pas soutenir Donald Trump. Mais fondamentalement, on est ici dans une dimension très politique. Et d'ailleurs, c'est important quand même de le remettre dans le contexte. C'est vrai que cet impeachment est lié à l'affaire ukrainienne, à ce qu'a rappelé Philippe, c'est-à-dire le fait que Donald Trump a mis sous pression et a retenu l'aide économique à un allié en guerre, en échange d'informations sur la famille d'un de ses opposants politiques, Joe Biden, et donc les activités de son fils. Mais quand vous regardez ça depuis Washington, c'est difficile de ne pas le remettre dans le contexte de ces 3 dernières années, d'une remise en cause permanente de l'élection et de la légitimité de l'élection et de la présidence de Donald Trump. On est passé de l'affaire Mueller sur la collusion entre la Russie et la campagne de Donald Trump. On a eu une séquence pendant plusieurs mois sur les actrices porno et les maîtresses de Donald Trump qui auraient été payées avec des fonds de la campagne. Aujourd'hui, on a ça. On est en fait fondamentalement dans un processus électoral, une radicalisation de l'opposition comme une radicalisation des républicains, d'ailleurs, dans leur soutien, dans les éléments de langage à Donald Trump. Et donc, je pense que c'est impossible aussi de lire cette procédure sans ce contexte. Oui, je pense. Benjamin a tout à fait raison, mais à une nuance près. Je ne pense pas que ce soit l'élection de Donald Trump qui soit remise perpétuellement en cause. Ça, c'est le discours des Républicains. Et je pense que c'est un raccourci un peu hâtif et inexact. Ce qui est remis en cause, en fait, ce que Donald Trump paye aujourd'hui, c'est en quelque sorte son casier, si vous voulez. Le fait que, je pense, en effet, un président qui se comporterait très bien à tous égards, n'aurait jamais eu d'ennui pour cette discussion avec le président ukrainien. Simplement, les choses se sont accumulées dans le comportement présidentiel de Donald Trump depuis le début. Et je ne pense pas, encore une fois, que ce soit la remise en cause de son élection. Je pense que c'est la remise en cause de sa façon d'aborder la présidence, de sa façon de concevoir le pouvoir exécutif, de sa relation avec le Congrès, qu'il soit de son camp ou pas d'ailleurs. Et oui, au total, il ne paye pas seulement cette affaire ukrainienne, mais l'ensemble de son casier, entre guillemets. Déjà quelques réactions avec Sophie qui nous dit « J'espère que cela va profiter à Bernie Sanders ». Alors on viendra à cette question un peu plus tard, savoir qui va profiter justement de toute cette procédure. Mais c'est intéressant de voir pour l'instant à quel point l'affaire ukrainienne justement n'a pas fait bouger tant que ça l'opinion. Il y a 55% d'après un dernier sondage d'Américains qui sont aujourd'hui contre cette procédure d'impeachment. Et regardez cette courbe de popularité tout simplement de Donald Trump. Elle est incroyablement stable, Philippe. Comment on explique cette stabilité et pourquoi l'affaire ukrainienne n'a pas fait bouger les lignes à ce point ? Mais parce que depuis le début, Donald Trump a des supporters absolument déterminés et des opposants tout aussi radicaux. Et que la fluctuation se joue entre les deux. L'autre jour, le sondeur américain John Zogby était à Paris et il a expliqué que, d'après ses propres études, 81% des Américains ont déjà décidé leur vote pour novembre 2020. 81%, c'est à peu près réparti de manière égale entre démocrates et républicains. Donc ça va se jouer sur 19% d'indécis, ou de gens qui ne votent pas toujours, ou de gens dont on n'arrive pas à sonder l'opinion. Et donc pas du tout sur des campagnes, des programmes ou des soubresauts de campagne, justement. Ouais. Pas du tout. Et je pense que cette affaire d'impeachment ne nuira pas à Donald Trump. Je ne pense pas non plus qu'elle va vraiment l'aider, en réalité. Elle avait un peu aidé Bill Clinton, puisqu'il était passé de 60% d'opinion favorable à 73% d'opinion favorable en 1998. Jean-Yves Brennan ? Je suis exactement sur le même constat. Je pense que ça ne va avoir aucun effet sur la campagne. Je l'écris déjà depuis quelques temps. J'ai sorti un livre il y a 3 mois dans lequel j'expliquais, donc vous savez, quand on sort un livre il y a 3 mois, c'est qu'on l'a écrit 6 mois avant. Hein, et j'expliquais exactement la même chose, que l'électorat, en réalité, et c'est assez nouveau dans les campagnes électorales américaines, avait déjà choisi.
parce que la cristallisation qu'il y a eu le 8 novembre 2016, qui a fait un vrai choc sur la tête des démocrates, qui ce jour-là sont entrés en campagne permanente vis-à-vis de Donald Trump, fait qu'ils n'écoutent plus en réalité ce qui peut se passer. Il peut y avoir de bien, par exemple, dans la campagne de Donald Trump. Je donne un exemple. L'économie florissante qu'aujourd'hui tout le monde constate. On nous a expliqué pendant 3 ans que ça allait s'écrouler, que, attention, il fallait voir au coin du bois que le mois suivant, il allait y avoir une récession absolument extraordinaire qui n'est pas venue. Et quand les chiffres ont commencé à descendre en flèche, quand on est passé à 3,5, on nous a dit oui, mais attention, il faut regarder la dette. Bon, personne ne s'occupe de la dette. Franchement, on ne se couche pas le soir en se demandant quelle est la dette de son pays. En revanche, on essaie de savoir si on peut avoir un emploi et si on peut changer d'emploi, si c'est facile, si on va retrouver cette facilité à pouvoir peser là aussi. Ça n'a jamais été mis en avant comme un bon point par les opposants de Donald Trump. Et aujourd'hui, c'est un peu ça qu'ils vont payer s'ils doivent payer quelque chose. Parce que les indépendants, les 20% dont Philippe Gilly parlait, et il a raison, qui vont faire l'élection, peut-être moins d'ailleurs que 20%, puisqu'on voit que c'est polarisé déjà tellement, je dirais, moi, ça doit se rapprocher plus de 10%. Ces 10%-là qui vont faire la différence, comme ils l'ont fait dans le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie la dernière fois, c'est quasiment rien. Avec le nombre de gens qui ont voté Donald Trump et qui ont fait pencher la balance, on ne remplit à peine qu'un stade de football. Football américain, mais quand même. Faut réaliser ça. C'est vraiment 79 000 voix. À rien du tout. Donc, cette fois-ci, on va avoir effectivement une campagne très, très disputée. Benjamin Haddad, à Washington, vous constatez aussi cette polarisation qui s'accentue. Et sur cette affaire ukrainienne et toute cette procédure d'impeachment, est-ce que cela a passionné les Américains ou au contraire, ils ont montré un désintérêt profond pour la chose? Alors, vous savez, depuis Washington, c'est toujours difficile de répondre à ces questions. Washington n'est pas une ville Washington, c'est une ville totalement anti-Trump, qui a voté à 94% pour Hillary Clinton. Même les républicains sont ce qu'on appelle les never-Trumpers, des gens qui détestent Trump. Et donc ici, c'est pas du tout polarisé. Ici, vous avez un très large soutien à l'impeachment. Dans le pays, au contraire, effectivement, c'est très divisé. Et je crois qu'il y a une forme de ras-le-bol des Américains. On ne parle que de Trump. Est-ce que ça va profiter à Trump ou non, cette affaire de l'impeachment? Je crois légèrement, je partage les nuances et les réserves des autres invités, mais pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça a quand même ressoudé sa base autour de lui dans un discours identitaire et victimaire autour de la personne de Donald Trump. Et la deuxième raison, c'est que ça continue à le mettre médiatiquement au centre du jeu. On a en ce moment une primaire démocrate avec des candidats qui sont bons, avec des candidats qui ont des discours intéressants, différents, qui essaient de répondre aux causes de 2016 de façon différente, en parlant finalement assez peu de Donald Trump et en parlant de fond. Il y a un débat démocrate ce soir, tout le monde s'en fout. Fondamentalement, ce sera impeachment et Donald Trump. Et je pense que ça masque un petit peu le débat démocrate. C'est pour ça d'ailleurs que Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, était contre l'impeachment initialement et qu'elle a été forcée par sa base gauche. Et c'est pour ça qu'elle a voulu accélérer le processus le plus rapidement possible pour après passer sur la phase de campagne. Et un dernier petit mot sur 2020, parce que ce qu'a dit Jean-Éric Brana, c'est fondamental. Ça s'est joué à 76 000 voix près. Et c'est pour ça que toute prédiction sur l'élection de 2020 est en fait invalide, parce que fondamentalement, qu'est-ce qui va se passer? Donald Trump va perdre le vote populaire. C'est impossible, mathématiquement, avec 55% d'impopularité stable depuis 3 ans, qu'il gagne le vote populaire. Mais c'est qu'il avait déjà fait en 2016. Mais fondamentalement, ce n'est pas grave. Il peut se faire battre largement à New York et en Californie. De toute façon, il n'a aucune chance de remporter les délégués de New York et Californie. Cette élection va se jouer de très peu dans quelques États clés, le Michigan, le Wisconsin, l'Ohio, la Floride, dans lesquels les sondages sont encore relativement stables, relativement équilibrés, entre Donald Trump, Biden est devant, les autres sont légèrement derrière. On sera probablement dans la marge d'erreur le jour où on arrivera à l'élection. Donc on va se retrouver une fois de plus dans une situation où paradoxalement, cette élection va se jouer encore à probablement quelques dizaines de milliers de voix près. Elle est extrêmement difficile à prédire. Et un dernier point dont on parle assez peu fondamentalement ici, c'est la situation du pays. Si on se retrouve en novembre 2020 avec un président réélu avec 5 ou 6 millions de voix de moins, ce qui est tout à fait possible quand on regarde les projections actuelles, mais qui gagne une fois de plus le collège électoral.
Merci Benjamin. Et regardez maintenant ces quelques images. Dans les rues de Boston, New York, Los Angeles et ailleurs, des manifestants se rassemblaient déjà mardi pour appeler au départ de Donald Trump et pour encourager leurs élus démocrates à voter cet impeachment. Voici 2 témoignages recueillis à Dayton, dans l'Ohio. I pray that we haven't lost the guts of our democracy through all of this. And I'm not quite certain whether it's democracy or national security he doesn't understand, but I'm here to let him know I understand. And I vote, and I'm going to take a stand. Philippe, on se pose la question depuis le début, pourquoi les démocrates engagent une telle procédure s'ils sont sûrs de la perdre? Mais il y a une question inverse qui émerge en entendant aussi ces supporters démocrates. Est-ce qu'ils avaient finalement la possibilité de ne pas le faire? Est-ce qu'ils n'allaient pas, les démocrates, le payer dans les urnes si jamais ils n'allaient pas au bout de cette procédure? Clairement, il y a une attente de l'électorat démocrate à ce que leurs élus au Congrès se dressent contre Donald Trump pour le cadrer. Je dirais que, en fait, les raisons des démocrates me paraissent doubles. D'une part, c'est une affaire de principe, c'est une démarche de principe. D'autre part, l'impeachment n'est pas quelque chose de punitif. Ça a vocation à être correctif, à contenir un président qui, estime-t-il, si on ne fait rien, continuera demain à faire la même chose. Il y a une chose importante. On ne veut pas d'un président qui devient un dictateur. Oui, le coup de fil de Trump à Zelensky, le président ukrainien, survient le lendemain du jour où dépose interminablement devant la Chambre Robert Mueller, qui l'a poursuivi pendant plus de 2 ans. Le lendemain de cette déposition, moment crucial de l'affaire russe, entre guillemets, commence l'affaire ukrainienne. Et donc, les démocrates se disent... l'impeachment n'a pas de vocation à punir, mais il a vocation à corriger. C'est a remedy and not a punition. Si vous voulez. Et donc, je pense qu'ils respectent d'une certaine manière leur interprétation de cet article de la Constitution en se dressant contre Donald Trump avant qu'il fasse pire ailleurs, si vous voulez. Alors, quelques réactions d'internautes. Arachid nous dit « C'est la première fois de l'histoire des États-Unis qu'un parti politique tente de renverser seul le président, et ce, sans aucun motif prévu par la Constitution. » Alors, ils essaient de le renverser seul. Effectivement, ça ne va pas être... il n'y aura pas de consensus au Sénat, ou une recherche en tout cas de consensus, comme ça avait pu être au moins le cas avec Bill Clinton, par exemple. Il faut arrêter. Benjamin l'a dit au début, l'impeachment, ça a toujours été une affaire politique. Ce n'est pas un procès légal, c'est un procès politique. Point. L'erreur des démocrates, quand même, c'est de ne pas s'être assuré que des républicains allaient traverser le Rubicon. C'est vrai que le côté partisan, aujourd'hui, les dessert terriblement, puisque là, la ligne de fracture, elle est quand même très nette, à 2 voix près. Et 2 voix démocrates, comme disait Philippe. Mais en tout cas, c'est l'image que ça donne. Quand, en termes d'interprétation, si on veut défendre aujourd'hui l'idée que Donald Trump a subi une chasse aux sorcières, le boulevard, il est énorme. Donc c'est vrai que là-dessus, il va avoir une campagne très facile. Benjamin, vous disiez à l'instant d'ailleurs que le Michigan était un des États clés pour Donald Trump en 2020. Et bien justement, il y était hier, Donald Trump, en meeting dans ce même État. Et évidemment, il taclait la procédure et le vote survenu à la Chambre la veille. Vous allez écouter le président américain. Through their, I liked it, through their depraved actions today, crazy Nancy Pelosi's House Democrats have branded themselves with an eternal mark of shame, and it really is, it's a disgrace. The Republican Party has never been so affronted, but they've never been so united as they are right now, ever. Jean-Éric Brana, justement sur l'unité des Républicains sur cette question, est-ce qu'elle est réelle et est-ce qu'elle est, d'après vous, sincère ou uniquement motivée par la volonté d'être dans l'équipe gagnante pour 2020 ? Je trouve votre question très amusante parce que je vais vous raconter une petite histoire à propos de ce meeting à Battle Creek dans le Michigan. On a donc expliqué, vous venez de le faire, qu'il se battait dans un état clé. Alors c'est vrai,
Il se bat dans un État clé, mais pas que. Il se trouve que Battle Creek se trouve dans la 3e circonscription du Michigan. Vous dites que je suis en train de perdre tout le monde, mais en réalité, elle est très importante, cette 3e circonscription, parce que le député de cette circonscription s'appelle Justin Amash. Et il se trouve que le seul républicain qui a voté hier pour l'impeachment, c'est Justin Amash, qui est devenu aujourd'hui indépendant, qui a quitté le Parti républicain, mais qui est élu dans cette circonscription. Et en fait, le message qu'a envoyé Donald Trump hier, c'est pas « je me bats dans un État clé », c'est « mes chers amis républicains, si vous vous battez contre moi, je vais me battre devant votre porte. Je vous ferai sortir à coups de pied dans les fesses s'il faut. » C'est le message qu'il a envoyé à Justin Amash au moment où il faisait son vote, mais c'est le message qu'il a envoyé à tous les républicains. Donc ça, c'est le message aux démocrates. Non, aux républicains, pas aux démocrates. C'est le message aux républicains. Justin Amash était républicain. Il s'est fait élire en tant que républicain. Et aujourd'hui, il perd son poste en votant contre Donald Trump. Et sur l'unité des républicains, des cadres du parti, par exemple, derrière Trump... C'est ce que je viens de vous expliquer. Oui, mais est-ce qu'elle est réelle, à part ce cas précis et ce message qu'il veut envoyer? Il est impossible pour eux de voter contre Donald Trump, à moins de vouloir perdre leur poste. Donc, à moins ceux qui veulent quitter la carrière politique, sinon c'est impossible. Les électeurs aujourd'hui, c'est ça, les électeurs, il en reste 2 ou 3, les électeurs sont en réalité tellement derrière Donald Trump, il donne des chiffres affolants, il donne lui le chiffre de 95%, d'autres instituts le situent autour de 85%. Quoi qu'il en soit, c'est très haut. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, aucun élu républicain ne peut se dresser contre Donald Trump sans risquer sa place. Benjamin Haddad, votre analyse aussi, votre sentiment après ce discours de Donald Trump hier dans le Michigan, évidemment très à l'offensive contre cette procédure, qu'est-ce que vous en avez retenu? Alors déjà, c'est intéressant de voir qu'il continue à être en campagne, symboliquement c'est assez fort, il continue à aller dans les États comme le Michigan, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit sur l'unité du moins de façade du Parti républicain et des élites du Parti républicain qui, rappelons-le, s'étaient tous opposés à lui en 2016. On a vu quelques indépendants se retirer, enfin indépendants, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas sur la ligne, comme Paul Ryan, comme Corker au Sénat, qui se sont retirés de la carrière politique, du moins temporairement. Mais en fait, fondamentalement, l'attitude des Républicains, c'est celle de Mitch McConnell, le patron des Républicains au Sénat, qui a décidé de faire son affaire de la présidence de Donald Trump en poussant un agenda conservateur et républicain au Sénat, les baisses d'impôts. Et puis ce qu'on ne voit pas là, pendant qu'on parle de l'impeachment, c'est que le Sénat, tous les jours, vote sur des nominations de juges conservateurs. C'est tout l'agenda fondamentalement populiste de Donald Trump sur les infrastructures, sur ces sujets, est passé à la trappe grâce à l'action des républicains au Sénat. Et on a un agenda assez conservateur sur les questions de société qui est en train d'être imposé sous le radar, parce qu'en fait, on ne parle que de Trump et des scandales, et en réalité, les républicains arrivent à faire leur affaire de cette présidence. Et je crois qu'il y a une stratégie qui est d'attendre au moins jusqu'en 2020. Si Donald Trump perd en 2020, là, il y aura un débat chez les élites du Parti républicain pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on avance et comment est-ce qu'on arrive à reconstruire une coalition majoritaire dans ce pays. Mais je ne pense pas effectivement qu'on verra de révolte, de rébellion du leadership républicain d'ici là, puisqu'effectivement, la base continue à le soutenir de façon systématique. Vous savez, la meilleure formule là-dessus, c'est celle de Donald Trump pendant la campagne de 2016 qui dit « Je pourrais tirer sur quelqu'un en plein milieu de la 5e avenue, je continuerai à avoir le soutien de ma base ». C'est quelque chose de fondamentalement tribal et identitaire. Il est face à l'establishment du Parti démocrate, il est face aux médias, face aux élites culturelles. Son électorat considère être méprisé par cette partie de l'élite, et donc lui est le représentant et le combattant, le guerrier de cette population. Et vous m'offrez une bonne transition pour le dernier extrait que je voulais vous proposer. Sean Hannity, le journaliste, éditorialiste star de Fox News, la chaîne conservatrice préférée du président américain, il attend, lui, le jour du jugement, à savoir la prochaine présidentielle. Écoutez. This will forever stain not only the Democratic Party, but this hurts we the people. Remember, they don't like who we chose in 2016, who you chose in 2016. There will be a reckoning. And the good news is, in 322 days, you, we, the American people, those of us that believe in God, our Constitution, our Bibles, religion, irredeemable deplorables, you get the last word. Philippe, c'est intéressant de voir toutes ces métaphores religieuses qui commencent à entourer aussi le personnage Trump. Le jour du jugement, nous qui croyons en Dieu et en la Bible, encore hier, quelqu'un au Sénat en faisait aussi une référence. Disant qu'il avait été plus maltraité que Jésus par Ponce Pilate. Exactement. Que
Comment vous appréciez ce nombre comme ça d'occurrences qui reviennent maintenant et qui entourent Trump d'une espèce d'aura religieuse? Ça fait longtemps que je dis que le noyau dur des supporters de Trump se comporte comme une secte. C'est là où on comprend ce que disait Benjamin, c'est-à-dire ce que disait Trump en 2016, je peux descendre dans la 5e avenue et tirer sur quelqu'un, ça ne changera rien. Effectivement, auprès de ses supporters les plus farouches, ça ne changerait rien, parce qu'ils trouveraient toujours une explication valable pour quelque chose qui est censé être inexplicable ou inexcusable. Dans le camp d'en face, vous avez le même jusqu'au boutisme dans l'opposition, c'est-à-dire que quoi que fasse Trump, c'est inacceptable, ça ne peut pas trouver grâce à leurs yeux, etc. Et encore une fois, l'Amérique est plus divisée qu'elle n'a jamais été. Ce que produit cette procédure en impeachment, c'est qu'en fait, elle attire la campagne sur le terrain de Trump. Parce que Trump, son terrain d'élection, c'est le conflit, c'est le combat. Il n'a jamais été dans la posture d'un président rassembleur. Il n'a jamais cherché à élargir le champ de ses supporters, même modérés, même certains pouvant remettre en cause la forme tout en s'accommodant du fond. Non, il divise, il diabolise ses ennemis et il compte sur une espèce de coalition de la colère pour gagner en 2020 comme en 2016. Et dernière question pour vous, Jean-Éric. On le rappelait, 3e fois qu'un président américain est mis en accusation. Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 98, Richard Nixon, à qui vous pensez probablement, chers internautes, avait démissionné juste avant le vote de la Chambre. Bon, on voit que le recours à cette procédure exceptionnelle est de moins en moins exceptionnel. Alors c'est l'impeachment qui perd de son sens ou ce sont les présidents qui perdent le sens des responsabilités ? Oui, il y a quand même une accélération qui n'est pas si grande que ça. Hein. Je veux dire, 2 sur le XXe siècle avec une 3e qui a avorté. Et on en a une seule au XXIe siècle. C'est une arme qui est employée un peu plus souvent. Mais en revanche, c'est vrai que le recours à l'impeachment, cette fois-ci, sur des bases qui sont quand même pas super claires, même si c'était facile à expliquer, c'était pas facile à prouver, je crois, est une arme dangereuse parce qu'elle crée un vrai précédent dans un pays qui vit sur le précédent et qui fait que s'il y a une nouvelle majorité en 2020, il n'est pas exclu que l'ancienne majorité devenue minorité ait recours elle-même à l'impeachment face à ce président et ainsi de suite. On a quand même un glissement qui est très très fort là-dessus. On avait vu les oppositions très fortes contre Barack Obama, on a entendu parler d'impeachment pendant 8 ans et on s'est demandé s'il allait tomber. Il n'est pas tombé. Il est tombé avec Donald Trump. Je crois qu'effectivement, ça pourrait devenir une habitude, alors que la force de l'impeachment, c'est justement qu'on n'y ait pas recours, c'est qu'il soit là, le glaive au-dessus de la tête, pour éviter qu'un despote ne jaillisse dans cette démocratie. On est là, si ça devient trop la norme et que ça devient partisan, il y a une arme très forte qui tomberait et qui permettra effectivement beaucoup de dérives. Le mot de la fin pour vous, Philippe. Le risque existe en effet, d'autant plus que je crois que c'est lié en partie à la transparence croissante de la vie publique, en général, non seulement aux États-Unis, mais partout. Et on en sait beaucoup plus aujourd'hui qu'on en savait à l'époque d'Andrew Johnson, n'est-ce pas ? Déjà à l'époque de Nixon, ça avait été quand même très difficile d'obtenir ses cassettes, etc. Et quand la vérité est arrivée, a été connue, Nixon a démissionné. Pour Clinton, ça a été une enquête acharnée qui est quand même partie d'un scandale immobilier en Arkansas et qui a fini sur une tâche frappant une robe bleue de Mme Lewinsky. Je veux dire, aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la transparence de la vie publique. Donc, les choses répréhensibles, les faits répréhensibles commis par des présidents sont connus dans la minute ou dans la demi-heure. Et ça expose, je pense, la démocratie américaine, comme les autres, à des règlements de compte plus fréquents. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à Benjamin Haddad aussi qui était avec nous depuis Washington. Vous pouvez vous rendormir, Benjamin. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve en 2020 pour de nouveaux numéros d'Interaction. Ciao.